Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Voici tout de suite le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag，Guten Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux et Sasa pour vous présenter ce nouveau courrier des auditeurs. Alors, comme d'habitude, on va vous rappeler les concours. Et on a aussi une activité à vous annoncer, ou à vous rappeler plutôt, et on va répondre aussi à vos questions. Voilà, alors on va commencer par les concours. Oui, je crois que c'est quelque chose que les auditeurs attendent avec impatience. Voilà, on est déjà à la moitié du mois d'octobre, donc la question pour le mois d'octobre est la suivante. Quel cadeau a été offert au pape François par la délégation taïwanaise œcuménique au Vatican lors de leur visite fin septembre? La réponse est assez insolite. Ça va être intéressant pour ceux qui font des recherches. Oui, vous trouverez ça dans les news, et aussi je crois On en parle à Taïwan peut-être, je me souviens plus exactement, mais ça se retrouve facilement. Et il y a 3 bloc-notes à gagner, donc voilà, des petits cadeaux pour le concours du mois d'octobre. Et on a également un concours trimestriel pour les mois d'octobre, novembre et décembre, donc vous avez vraiment le temps. On est vraiment à peine 2 semaines dans le concours, donc vous avez 3 mois au total. Et la question est la suivante. Un musée taïwanais célèbre son centenaire, marqué par une exposition en coopération avec la France. Quel est ce musée et quel est le nom de l'exposition? Alors, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose. On en a parlé On en parle à Taïwan, je crois. Ah bon? Voilà. Là aussi, il y aura 3 gagnants. Et c'est une... voilà, le cadeau est vraiment incroyable. C'est une bouteille d'alcool taïwanais. Mais c'est en magnette. C'est un aimant. D'accord. Ah oui, je les ai vus. Ce serait un peu difficile de les envoyer en vraie bouteille. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, putain, là, RTI a été généreux. Non, c'est pas ça. Ok, mais je vois très bien, ce sont des petits aimants très sympas. Et j'ai le même chez moi d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Je peux même dire que c'est une petite bouteille de Gaoléang, si je me souviens bien. Donc aimantée. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous... Le fameux Gaoléang. Oui. Pour les toilettes. Je sais pas s'il faut rentrer dans les détails. C'est un alcool très fort. Donc pas adapté à tout le monde. Et je vais vous annoncer également le concours spécial mois d'octobre, parce que vous le savez, le mois d'octobre, c'est vraiment un mois particulier à Taïwan. C'est le mois de la fête nationale, le 10-10, donc le 10 octobre. Donc on a une activité spéciale pour un cadeau spécial qui est le fanion de RTI 2024. Alors, que faut-il faire pour l'avoir? Il faut nous envoyer 5 rapports d'écoute, dont un sur la fête nationale. Donc, il faut aller écouter le décryptage de Sasa sur la fête nationale qui a été publié jeudi. Et vous pouvez aller écouter aussi les news, le journal de l'actualité. Et puis on a toute une page même dédiée à la fête nationale avec des vidéos, des articles, etc. qui se trouvent sur le bandeau de notre site quand on va sur Internet. Donc vous avez de quoi faire plein de rapports d'écoute sur tout ce qui tourne autour de la fête nationale. Il y aura 20 gagnants. Waouh. Donc 20 fanions à remporter. Et d'ailleurs, on remercie Paul Jamet qui nous a envoyé un mail avec 7 rapports d'écoute et 3 images créées par l'intelligence artificielle sur le thème de la fête nationale de la République de Chine, donc le nom officiel de Taïwan. On a vu des images qui étaient pas mal, hein, moi j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé que c'était très coloré, très joli au niveau des couleurs. Oui, voilà. Mais après j'ai trouvé qu'au niveau de l'expression de visage, par exemple, des gens sur les images, c'était ils avaient une expression du visage très triste ou quoi. C'est pas de l'art. Hein, ouais, c'est vraiment spécial, quoi, l'intelligence artificielle. Je trouvais que la première avait un côté un petit peu vintage, pas mal. Mais sinon, la troisième, ça fait un peu plus institutionnel, quoi. Les designs des logos. La deuxième était pas mal aussi au niveau des couleurs, j'ai trouvé.
Il y a de l'idée en tout cas. Ouais. En tout cas, c'est mieux que ce que moi je pourrais faire. Donc, Ah, bah ça dépend combien de temps on te laisse, parce que bon, c'est sûr que l'intelligence je pense artificielle... que même avec 300 heures, je pourrais pas quelque chose de... Je sais pas, ça peut être... on peut faire quelque chose de bien aussi. Moi, je désespère pas de l'intelligence humaine non plus, quoi, mais... Enfin, voilà. Donc, on va peut-être passer aux réponses aux questions des auditeurs. Mhm. Alors, comme d'habitude, on a reçu pas mal de questions. Alors, je sais pas pourquoi, actuellement, on en reçoit quand même un grand nombre de Jacques Augustin, Oui. mais aussi, on en a eu de Christian Guibaudo. J'en profite d'ailleurs pour saluer certains des auditeurs qui nous ont écrit, Oui. Notamment donc Jacques Augustin, on l'a déjà dit, mais aussi Bernard Grondin qui nous écrit de La Réunion et qui nous a envoyé des rapports d'écoute, Daniel Villon également qui nous écrit de France, Farid Bouméchal d'Algérie et Bezazel Ferrat d'Algérie également. On a aussi reçu un message de Gilbert Dupont ou encore de Marie Jasse sur Facebook et Christian Guibaudo sur Facebook également. Et on a aussi reçu des messages, des mails de Thomas Beg et de Ratan Kumar Paul qui nous écrit d'Inde. Voilà, on ne peut pas tous vous citer cette semaine. Mais j'ai une spéciale dédicace, moi, Quand même pour saluer Juan Carlos Pérez Monteros, parce que lui, il ne nous a pas écrit par email, mais il nous a carrément envoyé un courrier. Ça fait toujours très plaisir, voilà, depuis l'Espagne. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écrire et de nous envoyer tout ça par la poste. Donc, on en était aux réponses aux questions. Jacques Augustin. Oui. On parlait de Jacques Augustin Oui. et je crois qu'on a une question de lui. Oui, on en a même plusieurs. Alors, par laquelle tu veux commencer ? Alors, je crois qu'il y en avait une sur le thé. Oui. À laquelle tu voulais répondre. Alors, c'était en lien avec les réponses sur la production de thé. Et il se demandait comment se procurer du thé de qualité supérieure. Alors, j'ai qu'un seul conseil, c'est il faut le goûter. Oui. Parce que c'est vrai que, on peut se dire tout simplement, plus un thé est cher, meilleur il est. Donc, ça, c'est disons, une idée préconçue. Parce que parfois, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, il y a certains vendeurs qui seraient éventuellement mal intentionnés, qui pourraient mettre des prix élevés, mais en fait... du très beau packaging, voilà. Des très beaux emballages, voilà, et du thé qui est normal, moyen, quoi. Ouais. Donc en fait, ce qui est un avantage quand on est à Taïwan, c'est qu'on peut goûter le thé dans les magasins de thé. Il y a carrément des petits comptoirs où avec carrément le set à thé, tout ça, on peut normalement demander à goûter le thé avant de l'acheter. Mais ça, c'est vraiment pour les magasins de thé. C'est pas des magasins où ils vendent du thé parmi d'autres choses. Mais c'est vrai que si on veut du thé d'une très bonne qualité, il vaut mieux aller dans un vrai magasin spécialisé dans le thé. En plus, il y a plein de sortes de thé différentes, que ce soit du oolong, du thé plutôt rouge qu'on appelle noir en France. Il y a les oolong, il y en a plein de sortes différentes aussi. Donc vraiment, je pense que un bon conseil, c'est goûter. Après, si vous êtes en France, pareil en fait, peut-être aller dans des magasins, et il y a des magasins parfois qui ont des maisons de thé à côté où on peut déguster aussi. Sinon, je veux pas parler que de lui, mais j'avais interviewé Stéphane Erler pour le site RTI. On avait fait 5 émissions sur Taïwan dans toute sa diversité, sur les différentes sortes de thé, et il a aussi un site internet spécialisé. Donc voilà, c'est des personnes en qui on peut faire confiance parce qu'ils ont une certaine légitimité dans ce domaine. Mais en tout cas, si on est à Taïwan, moi, le conseil que je donnerais, c'est de goûter les thés. Après, c'est vrai que le problème... Pas forcément, quand on les goûte, si on n'est pas spécialiste, on ne sait pas forcément trop faire la différence. Au début, mais très vite, on s'y prend. Et surtout, une fois qu'on boit du thé de très bonne qualité, c'est difficile de s'en passer et de boire du thé de moins bonne qualité. Je sais pas toi si tu as une autre méthode pour connaître quel est le thé de haute qualité, parce qu'en fait, à Taïwan, il n'y a pas vraiment de... comme en France, d'appellation contrôlée, tout ça, quoi. Donc, c'est pas facile. Alors, moi, j'en achetais de temps en temps au salon de thé Wisteria, qui font des très bons thés, qui proposent des très bons thés. Donc, effectivement, là, c'est un peu le principe du... Voilà, bon, ce sont des thés un petit peu chers, mais
ce sont quand même des thés vraiment très très bons. Donc je les aime bien ceux-là. Et puis depuis que je suis allée faire le reportage à Nanto, sur les plantations de thé. Sur la plantation de thé, en fait, j'achète le thé carrément à la plantation au producteur. Puisque comme je suis allée chez lui, en fait, ce sont les parents d'une amie à moi. Donc c'est aussi comme ça que je les ai rencontrés, parce que je lui avais dit que je voulais faire ce type de reportage et elle m'avait dit qu'elle connaissait, que sa famille avait une ferme de thé. Donc je demande à cette copine, quand j'ai besoin de thé, de m'en ramener, et puis je l'achète. Et c'est pas très cher, mais je trouve qu'il est très bon. Donc mais c'est vrai qu'aller dans une maison de thé, c'est pas bête, en tout cas une maison de thé qui est assez reconnue, parce que eux, ils ont moins de choix que dans les magasins de thé. En fait, les magasins de thé, il y a tout type de thé, en fait, du moins cher au plus cher. Donc là, c'est vrai qu'il vaut mieux goûter, mais quand tu vas dans une maison de thé, en général, ils présélectionnent déjà les meilleurs thés. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée aussi d'aller directement acheter dans une maison de thé, là où on boit d'habitude, tout simplement, on en achète aussi en paquet. Oui, mais en principe, c'est plus cher quand même. Mais sinon, oui, des magasins de thé, il y en a quelques-uns près de chez moi. Et il y en a un notamment où, souvent, quand je dois rentrer en France, c'est que je dois acheter du thé, je vais là-bas. Mais bon, maintenant, j'essaie de privilégier un peu plus d'acheter aux producteurs. Je me dis que c'est bien, je les connais, ils sont sympas, et puis leur thé est bon, et c'est bien, quoi. Et j'ai découvert qu'il se passait la même chose avec le thé qu'avec le vin, parce qu'en fait, le vin, c'est un cépage, un terroir et une année particulière. Et donc, quand toutes les bouteilles réunissant ces 3 critères ont disparu, ont été bues, il n'y en a plus, quoi. Faut attendre l'année suivante et tout, mais le vin n'a plus le même goût, parce que ça dépend de la météo, etc. Oui, c'est vrai. Et pour le thé, en fait, c'est terrible, mais c'est pareil. Parfois, on achète du thé, on adore ce thé, du coup, on retourne après en racheter. Au magasin, on dit « Ah, c'est le thé, machin, thé rouge de telle année, le thé, je sais pas, de printemps, de tel endroit et tout. » Puis là, il te dit « Bah, il y en a plus. » Oh non, mon Dieu, c'est horrible. Là, il faut tester un autre. Et puis, du coup, il faut tester un autre. Mais ouais, psychologiquement, c'est dur, quoi, de se dire « Oh là là !» Donc, parfois, quand il y a du thé que j'aime vraiment beaucoup, je vais tout de suite en racheter plein de paquets. Tu fais un stock. Je fais un stock. Ouais. Combien de sachets de paquets de thé tu consommes par mois? Je sais pas du tout, mais beaucoup. j'ai jamais calculé. Non, plus que 2 paquets. Ah oui, je pense, plus, ouais. Je les compte 4 même paquets, plus. 4-5 paquets peut-être. Ça dépend de quelle taille les paquets. Ça dépend de la taille aussi, c'est vrai. Ouais. En tout cas, un conseil que je donnerais, c'est peut-être éviter les rues touristiques du genre Alishan, vieille rue d'Alishan ou vieille rue de Ulai, ce genre d'endroits très touristiques, vieille rue de Tam Shui, tous les endroits hyper touristiques où il y a du thé qui est en général pas cher. On peut en trouver pour 200-300 NT, mais souvent c'est des thés qui sont pas très bonne fameux, qualité. J'ai déjà testé plusieurs fois et bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et souvent quand c'est du bon thé, j'ai l'impression que les sachets sont souvent assez petits. Oui, tout à fait. Donc souvent, la taille... c'est plus petit et plus cher. C'est des gros paquets, pas trop chers. Principe, il faut c'est un peu se méfier. C'est peut-être même du thé vietnamien quand c'est des gros paquets pas trop chers. Mais, c'est vrai. Ouais. Et je pense qu'on peut aussi donner un conseil vraiment très basique, mais éviter les thés en sachet. Enfin, ce qu'on appelle en sachet, c'est la poudre de thé en fait. Ouais, c'est même pas du pour les Taïwanais, je veux dire traditionnellement, c'est même pas du thé, parce que les thés normalement c'est en feuilles. Donc ce qui est dans ce qu'on appelle nous en Europe les sachets de thé, c'est la poudre, les miettes de feuilles qui restent après, quoi, en fait. Donc ça c'est vraiment la moins bonne qualité. En fait, il y a une petite poudre qui est récupérée. Ouais. Et puis on en fait des sachets. Donc souvent l'arôme part tout de suite, quoi. Donc il vaut mieux éviter les sachets, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok. Et il y avait une autre partie de la question de Jacques-Augustin. Il mentionnait le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Paris et il se demandait si Taïwan avait été représenté à ce sommet. Alors, effectivement, la France a accueilli le 4 et 5 octobre 2024 le 19e sommet de la francophonie, donc pour la première fois depuis 33 ans.
Et ce sommet avait cette année pour thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Elle a eu lieu pour partie à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, qui est présentée comme un lieu culturel et de vie entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones. Alors c'est un lieu très symbolique pour le récit qui a été forgé autour de la nation française, de la langue française, puisque François Ier y a signé en août 1539 une ordonnance restée célèbre sous le nom d'ordonnance de Villers-Cotterêts, et dont les articles 110 et 111 imposent la rédaction des actes officiels et notariés en langue maternelle française et non plus en latin. Et donc l'Organisation mondiale de la francophonie, c'est vrai que quand on regarde la liste des pays membres, on se demande, enfin c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a pas mal de pays qui sont pas forcément francophones, qui sont pas très célèbres pour être francophones. Et j'ai appris aussi que cette organisation, son but n'était pas purement de promouvoir l'usage de la langue française. Ça a aussi un rôle politique, comme le soutien de la paix, de la démocratie et des droits humains. Ce qui est aussi un petit peu bizarre quand on regarde la liste des pays membres, parce qu'il y a des pays comme le Qatar, les Arabes Unis, enfin voilà. Bref. Il y a le Cambodge aussi. Donc le Cambodge, encore, il y a quand même un peu de la langue française. Mais bon, c'est vrai que par exemple la Serbie, l'Uruguay, c'est pas spécialement connu pour avoir un lien avec la francophonie. Voilà. Il y a des membres, ensuite il y a des membres associés et il y a aussi des membres observateurs. Donc par exemple l'Irlande, la Corée du Sud, le Mozambique, mais Taïwan n'en fait pas partie et donc n'a pas participé au sommet. Mais on peut quand même mentionner qu'à l'occasion de Refaire le Monde, qui est un festival adossé au sommet de la francophonie 2024, qui a été organisé du 2 au 6 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris, des initiations à des langues rares étaient proposées pour illustrer justement l'interaction permanente de la langue française avec d'autres langues. Et dans ce cadre, il y avait un cours d'initiation au taïwanais et à la culture taïwanaise qui a été animé par un enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Voilà, c'est super ça. Ouais, voilà, c'était une belle initiative. C'est en fait la francophonie, c'est à la fois pour la langue française, mais pour la diversité linguistique aussi. Oui. Donc c'est sympa d'avoir organisé cet événement sur le taïwanais. Oui, et d'ailleurs j'en profite pour parler un petit peu de l'enseignement du français à Taïwan, qui se fait dans 4 types d'établissements. Il y a les centres de langue privée ou publique, donc les écoles de langue. Il y a aussi les établissements secondaires, donc par exemple il y a le lycée Yangchun à Taipei, ou encore le lycée européen. Et il y a aussi le français qui est enseigné dans des universités. Et en majeur, il est dispensé dans 7 universités. L'université d'Amgang, l'université de la culture chinoise, l'université catholique Furen, l'université nationale centrale, l'institut Wenzhou des langues étrangères à Kaohsiung et l'université Changchun et l'université d'Aye. Et on peut dire aussi que y a des étudiants taïwanais qui apprennent le français et ensuite qui veulent partir en France. Et selon les chiffres de mars 2024 du Bureau de représentation de Taïwan en France, il y a actuellement 1737 étudiants français à Taïwan et 353 étudiants taïwanais en France, donc c'est vraiment très peu. En tout cas, c'est le chiffre qui a été donné par le vice-ministre de l'Éducation dans un récent discours. Oui, mais apparemment c'était pas toujours comme ça, il y en avait plus avant. Oui, en 2000, ils étaient 1500, donc beaucoup plus. Et je sais pas si tu te souviens, mais Yohan Gouda nous avait expliqué cet été que l'enseignement du français à Taïwan était un petit peu en train de péricliter. Et donc il se pourrait bien que ce nombre continue de stagner. Mais par contre, on peut aussi peut-être se dire que en fait, les établissements d'enseignement supérieur français proposent de plus en plus de cursus en anglais, de cours en anglais pour les étudiants internationaux. Donc peut-être que ça va compenser. Parce que je pense que s'il y a moins d'étudiants taïwanais qui partent en France comparé aux autres pays, par exemple aux pays anglo-saxons, c'est aussi parce qu'il y a la barrière de la langue. Les Taïwanais sont beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. Mais c'est vrai que dernièrement, il y a quand même eu... Peut-être qu'il y a l'effet du Covid aussi, je sais pas. Mais il y a quand même ça fait quand même plusieurs années que la France a des formations en anglais. Donc, ou alors c'est peut-être que d'autres pays sont plus attractifs, comme le Japon ou les États-Unis, de toute façon le Canada, etc. Voilà, les Taïwanais préfèrent en général aller étudier dans des pays de culture et de langue anglo-saxonne, ou pour l'Europe dans des pays où l'anglais est plus parlé, comme aux Pays-Bas ou en Allemagne.
Et les pays étrangers qui accueillent le plus d'étudiants taïwanais sont les États-Unis, très loin devant avec, je crois, 20 000 étudiants, suivi de l'Australie, puis du Japon, et ensuite de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas très reluisant pour la France. Il faut que... C'est vrai qu'au début, je me suis dit... un peu d'effort, je sais pas. Ou... Je me suis dit, quand tu as commencé ta réponse, pourquoi l'Uruguay est membre de la francophonie, alors que du coup, Taïwan pourrait l'être au même titre. Finalement, il y a pas mal d'élèves de français à Taïwan. Mais surtout c'est que vrai la Chine n'est pas membre, donc ouais, mais ils auraient une chance peut-être. On va en parler plus tard là, pour les questions. Mais c'est vrai que s'il y a de moins en moins d'étudiants taïwanais en France, c'est de plus en plus difficile. Pour la francophonie. C'est dommage. En tout cas, c'était une question intéressante. Merci beaucoup à Jacques-Augustin de l'avoir posée. Et on va passer à une question de Christian Guibaudo. Oui, il demandait si on pouvait choisir à Taïwan soi-même le numéro de plaque d'immatriculation. Alors j'ai cherché rapidement et oui, c'est possible. Mais il faut payer un petit peu plus. Et bien sûr, c'est dans la limite des stocks disponibles. On ne peut pas prendre le même numéro que quelqu'un d'autre. Et alors, les frais, c'est 2000 $ taïwanais, donc environ 60 € pour les voitures, et 1000 $ taïwanais, donc 30 € pour les scooters. Je pensais qu'il y avait... et 2000 pour les gros scooters, pour les motos. Je pensais qu'il y avait des tarifs progressifs, c'est-à-dire plus c'est un numéro qui porte bonheur, par exemple 888 ou quelque chose comme ça. Aussi, mais non. Apparemment non. Faut être pistonné pour avoir le bon numéro. Peut-être, ça peut-être, mais j'imagine que ça doit être quand même dur d'avoir des chiffres qui se suivent, ou alors les mêmes chiffres, ou avoir des mots. Voilà. En tout cas, c'est possible, donc... Ok. Je sais pas si Christian Guibaudo veut s'acheter une voiture à Taïwan. Alors, on va terminer encore avec une question de Jacques-Augustin, mais qui rejoint un petit peu les questions internationales dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est toujours dans l'actualité, puisque l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, qui a lieu actuellement, donc il nous demande pourquoi pas une acceptation du dossier de Taïwan à l'ONU. Cet épineux chapitre a-t-il une chance d'évoluer ? Alors, c'est vrai qu'à première vue, on se dirait que c'est plutôt difficile pour Taïwan à l'ONU. Et tout à fait, c'est comme il le dit lui-même, c'est un dossier épineux. Mais quand même, on se rend compte qu'il y a, depuis le mois de mai 2023, en fait, la Chine et Taïwan qui parlent de plus en plus de la fameuse résolution 2758 de l'ONU. Alors là, j'ai justement regardé rien que les articles sur RTI qu'on a fait à ce sujet. Donc en mai 2023, donc Taïwan accuse la Chine d'interpréter cette résolution à sa guise. Ensuite, en 2024, on a les États-Unis réitèrent que la résolution onusienne 2758 ne détermine pas le statut de Taïwan. On a aussi Taïwan salue le Parlement australien pour sa résolution soutenant la souveraineté de Taïwan. Le Parlement néerlandais approuve une résolution pour refuser l'interprétation chinoise de la résolution onusienne 2758. Taïwan veut plaider contre l'interprétation chinoise de cette résolution à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, donc celle dont je viens de parler du mois de septembre. Il y a vraiment une volonté diplomatique de Taïwan en ce moment de pousser sur ce sujet, quoi. Tout à fait. Bon, c'est vrai que c'était aussi en réponse à la Chine, qui a plusieurs fois réitéré dans les enceintes de l'ONU que c'était vraiment, en tout cas basé sur son interprétation de cette résolution, que Taïwan n'avait aucune voix au chapitre, et les journalistes taïwanais ne pouvaient même pas rentrer à l'ONU, etc. Mais je voulais quand même lire cette résolution, parce qu'on n'a jamais le temps de l'écrire dans nos articles, et je trouve que c'est intéressant. Et je pense que je laisserai aussi chacun réfléchir à ce qu'il en pense. Donc c'est une résolution qui date de 1971, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies,
qui dit donc l'Assemblée générale, rappelant les principes de la Charte des Nations Unies, considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l'organisation doit servir conformément à la Charte, reconnaissant que les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies et que la République populaire de Chine est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Chiang Kai-shek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent. Voilà, donc bien sûr, c'est un texte de droit donc, qui peut être interprété de différentes manières. Donc, en tout cas, actuellement, voilà, il y a vraiment une... En tout cas, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a qu'un seul pays qui représente la Chine à l'ONU, et c'est la Chine. Parce qu'à l'époque, Taïwan, la République de Chine, se revendiquait comme étant aussi la représentante de la vraie Chine, la Chine libre, dans le monde et à l'ONU. Donc c'est dans ce contexte-là, en fait, que... Tout à fait. On pourrait imaginer que Taïwan aussi puisse peut-être un jour être membre, non pas en tant que représentant de la Chine, ce qui est vraiment un mythe. Je pense que tout le monde... Taïwan, la plupart des gens sont d'accord sur ça aujourd'hui. Mais juste en tant que représentant de Taïwan. Mais bon, pour cela, il faudrait qu'il y ait beaucoup de changements juridique. Surtout, ce serait considéré comme un casus belli par la Chine, premièrement. Deuxièmement, elle est quand même comme... la Chine, la République populaire de Chine, comme c'est dit dans cette résolution, est quand même au Conseil de sécurité, donc a le droit de veto, etc. Donc, probablement, c'est assez peu probable. C'est pas pour demain. Voilà. Mais bon, c'est quand même intéressant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que... à l'époque, en 71, c'est vraiment aussi une décision de Chiang Kai-shek, parce que pour lui, il aurait pu éventuellement demander à l'époque que Taïwan soit représenté, et donc d'abandonner en fait la République de Chine. D'abandonner le fait de représenter la Chine. Voilà, mais en fait, ça n'a pas été fait parce que dans sa tête, lui, il venait de Chine, il voulait reconquérir la Chine, etc. Il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était pas possible. Puis c'était sa légitimité. Tout à fait. C'était la source de sa légitimité, de la légitimité de son gouvernement à Taïwan, c'était de dire... qu'on va reconquérir la Chine. Donc s'il abandonnait cette posture-là, c'était un avis... Mais les Taïwanais n'ont jamais été consultés, en fait. C'est vraiment une décision qui a été prise à l'époque par le gouvernement de Chiang Kai-shek. Voilà, donc du coup, c'est toujours un dossier épineux qui a assez peu de chances d'évoluer, mais quand même, il faut signaler qu'il y a de plus en plus de discussions à propos de l'interprétation ou des interprétations possibles de cette résolution 2758 de l'ONU. Voilà. Bien, merci à Jacques-Augustin pour sa question. Et on encourage tous les auditeurs et les auditrices à nous envoyer plein de questions, parce que c'est toujours très intéressant. On fait des recherches, on découvre de nouveaux sujets. C'est vrai, nous aussi on apprend des choses. Par exemple sur la plaque d'immatriculation, ça je ne savais pas du tout. Et oui, voilà. Nous arrivons déjà à la fin de ce courrier des auditeurs. Voilà, on attend avec impatience vos questions et vos rapports d'écoute. Et n'hésitez pas à nous dire si les programmes vous plaisent, quel sujet vous intéresse. Ça peut aussi nous donner des idées. Tout à fait. Et nous encourager dans nos émissions. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте.